Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui, certainement va nous passionner. C'est présenté par, Jonathan Benabed et Younae Tchouka. Jonathan ou Jonathan, je ne sais pas comment on prononce, est graphiste et réalisateur et Younae Tchouka est illustratrice et storyboardeuse. Mais je pense qu'ils vont beaucoup mieux se présenter eux-mêmes, donc je leur passe la parole. Vous nous entendez bien du coup? Oui. Parfait. Tu veux commencer? Non, vas-y. Ok. Se présenter rapidement. Pour ma part, je suis originaire de Bordeaux. Alors, je suis très content de voir en arrière-plan le petit plan de Péberlan sur la fenêtre de Pierre. Ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai 36 ans. J'ai vécu pendant quelques années sur Paris pour travailler. Et en 2016, j'ai commencé à réfléchir à comment habiter autrement. Et c'est ce qui petit à petit nous a amené à la Tiny House, mais on développera ça un peu plus tard. Donc, voilà pour ma présentation. Ok, bah moi bonsoir à tous, je m'appelle du coup Yunae, j'ai 30 ans, je suis donc illustratrice et storyboardeuse. Storyboardeuse, c'est dans le secteur du dessin animé pour les enfants, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis originaire de Guyane, je suis arrivée en métropole à mes 18 ans pour pouvoir faire des études, et en 2016, j'avais entamé des démarches pour pouvoir partir en voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et la Tiny House est venue se mêler au projet, donc je suis encore ici. Voilà, voilà pour moi. Merci beaucoup. Il faudrait monter vos micros parce qu'on vous entend quand même un peu loin. Ok. Ça serait gentil, merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'on est déjà au maximum, Ah, c'est très bien là. mais Ça on peut va? parler plus fort. Ouais. Très bien. Ah non, je peux monter. Ah non, oui, non, c'est le micro. Le micro est au maximum. Ok. Du coup, vous avez eu l'intro, je pense que ça ira, ou vous voulez peut-être qu'on dise certaines choses? C'est bon, non, on a entendu, mais c'était un peu éloigné, quoi. Ok, cool. Alors, on va peut-être commencer par expliquer ce qu'est une tiny house. On va vous montrer 2-3 photos, vous parler un peu de cet univers-là, de cet objet-là qui arrive en France un peu après leur création, entre guillemets, en 2008 aux États-Unis. Ensuite, on parlera peut-être un peu plus de nous, de la manière dont on est rentré là-dedans, qu'est-ce qu'on a fait, comment ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui pour nous. Et à la suite de ça, on pourra aussi parler un peu de voyage, parce que dans notre cas, on l'a construite et on l'a baladée pas mal. Jusqu'à récemment, on a finalement, comme tout le monde, eu des restrictions. Et puis après ça, on pourra passer éventuellement à des questions. Si à tout moment vous sentez que vous avez des questions que vous ne voulez pas les oublier, il ne faut pas hésiter à nous interrompre. Hein, comme ça reste vivant. C'est pas un cours magistral. On va essayer de vous passer des éléments de photos et de vidéos aussi pour résumer certains points. Mais encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors, les tiny house, donc, je vais commencer par partager l'écran, ce sera bien. Alors, si je fais écran comme ça, normalement vous devriez avoir toutes mes fenêtres. Et donc si je vais dans les photos, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure. Tac. Alors voilà à quoi ressemble la nôtre. Et donc les tiny house, comme on peut le voir, ce sont des petites maisons, très souvent en ossature bois et construites sur des remorques. Tiny house, donc le terme anglais qui veut dire minuscule maison, petite maison. Micro-maison. Ouais, micro-maison, ouais, on peut dire. Chez nous, on pourrait dire un petit chalet sur roue, ou une micro-maison sur roue, effectivement. Il se trouve qu'aux États-Unis, ils précisent, en fait, ils disent tiny house on wheels, ce qui veut dire vraiment micro-maison sur roue. En France, le terme est arrivé comme tiny house, il n'a pas été modifié du tout, il a été pris comme un
on va dire, un nom propre quasiment, et définit vraiment les maisons qui ont des roues et qui sont construites sur des remorques. Donc, il n'y a pas eu de traduction française officielle, puisque micro-maison, ça pourrait être n'importe quelle maison sans roue, alors que tiny house a tendance d'office en France à désigner ce type d'objet avec des roues intégrées. Donc, c'est pour ça que c'est un peu considéré d'ailleurs en France entre le mix caravane et petit cabanon. Et on va voir que ça emprunte quand même pas mal aux deux, ça mixe certains avantages, certains inconvénients aussi des fois. Donc voilà la nôtre, avec notre super destrier, notre petit 4x4 avec lequel nous tractons tout ça. Je vais essayer... Ah tiens, un truc qui pourrait être très chouette, je ne sais pas à quelle vitesse vous allez pouvoir voir ça, mais en fait on a, comme je vous disais, en 2016, je réfléchissais à un moyen de pouvoir travailler et vivre un peu partout dans le monde. Mais je voulais beaucoup de confort, je voulais avoir un bel objet, je voulais en même temps construire une maison, en même temps qu'être nomade, ce qui est un peu les opposés. Et puis à force de chercher, caravane, camping-car, van, un peu de tout, je finis par tomber sur les tiny house qui venaient d'arriver en France. Il y avait 2 ou 3 modèles et il y avait pas mal de modèles aux États-Unis, mais très très peu par contre de documentation en France. Très peu de moyens de montrer comment on peut les construire, comment on peut les aborder. Et donc j'ai commencé par dessiner des plans pendant 6 mois après avoir été convaincu que c'était la bonne solution pour moi. J'ai fait des plans que Yuna a vu d'ailleurs, leur première version, pas très jolie. Ça t'a pas emballé d'ailleurs la première fois. Et c'est normal, c'était pas le meilleur de ce que je pouvais sortir à ce moment-là. Puis j'ai visité des constructeurs professionnels qui sont en Normandie et qui m'ont vraiment formé en vidéo, enfin en vidéo. Ils m'ont montré, j'ai tout filmé et j'en ai créé la chaîne YouTube qu'on vous partagera tout à l'heure et qui vous donnera un peu plus d'informations sur nous. Ça m'a permis de voir, parce que je n'y connaissais strictement rien, voir vraiment comment ça fonctionne, mais je touchais pas encore les outils. Et 6 mois plus tard, on a attaqué la construction et c'est là que Yuna est a vachement plus été présente, parce que dès que j'ai eu monté les murs, elle est arrivée. Et on a tout construit ensuite à nous deux, avec de l'aide un peu extérieure en pointillé, mais essentiellement nous deux. Donc là, je vais vous montrer une première vidéo qui retrace les principales étapes de l'autoconstruction. Encore une fois, on n'avait jamais rien construit avant, alors ça nous a pris 2 ans, ça nous a coûté 30 000 euros. Si on devait la refaire aujourd'hui, ça nous prendrait 8 mois. 8 mois, et je pense qu'on gagnerait 10 000 euros à pas faire de bêtises. Voilà. Donc, hop, petite vidéo. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est la remorque à nu. Donc, en fait, c'est des remorques type bateau. On reconnaît les châssis Alco très larges, voilà. Et c'était le 4x4 de l'époque, au fond, mais qui n'a pas tenu le coup. Il n'est pas assez puissant, donc on l'a revendu pour le nouveau. Et ça, c'est le premier jour où le remorque est arrivé. Hop, je remets la petite musique. Donc, c'est un timelapse de toutes les étapes de construction. On a commencé par le sol, on a monté les murs à plat, mis l'isolant. Ce jour-là, on avait beaucoup de monde avec nous. Ensuite, le pare-pluie pour protéger les intempéries. Le petit coffre. Ça, c'est les poteaux. 1 mois et demi pour faire ces poteaux. On dirait pas à la vidéo. Il commence à faire froid. Là, c'est l'hiver. On a des gants. Alors qu'on avait commencé en été. J'avais prévu 4 mois de construction. Et puis, au final, ça a duré 2 ans. Les premières fenêtres. Gros stress. Hop. Il y en a un peu partout. Et le bardage qu'il a fallu peindre en intégralité. Alors ne vous y trompez pas, ça a l'air simple et rapide, c'est faux. Il s'est passé déjà 1 an depuis le début de la vidéo. Hop, voilà, et c'était hyper agréable de placer le bardage, d'ailleurs c'est entièrement quasiment toi, tout le temps. Parce qu'enfin ça prend forme, enfin c'est joli. Les panneaux solaires, les batteries, de quoi être autonome, et l'aménagement intérieur ensuite. Le père qui a pas mal aidé, pas autant qu'il aurait voulu, mais quand même. Donc voilà un peu de récup à partir du moment où on a attaqué l'intérieur. Voilà, on a utilisé des vieux sommiers pour faire notre canapé peigne, un peu d'électricité et notre super évier là, salle de bain en même temps, ouais, exactement. Et on arrive presque à la fin. Les finitions, c'est un petit revêtement de pierre, ça c'est le flexi-pierre. Ça se colle dans notre salle de bain et dans nos éviers. Et
faisait très chaud ce jour-là, 2 ans après, en fait, le début de la construction. Et toutes nos affaires, l'aménagement. Donc on a construit tout ça, ça s'est passé à côté de Bordeaux, dans une petite ville qui s'appelle Lestiac-sur-Garonne. Et après ça, on a pu enfin entamer notre premier voyage. Hop, hop, hop. Et faire surtout, avant ça, on a quand même on est resté stationné pendant presque 8 mois sur un terrain qui se trouvait juste à côté de notre hangar, et on a testé notre tiny, on a appris à vivre avec, avant de vraiment prendre la route. Je pense que si on avait su que le Covid allait se pointer, on serait peut-être parti plus tôt. Oui. Nous, on pensait qu'on avait la vie devant nous. Mais voilà. Est-ce que déjà, sur cette première présentation des tiny house, est-ce que vous auriez peut-être une première salve de questions? Par rapport à les questions énergétiques pour l'eau, l'électricité, etc. Donc on a vu qu'il y avait des panneaux solaires, mais pour l'eau, en fait, c'est comme les camping-cars, il faut faire le plein à l'avance. Comment vous faites? Hop. Est-ce que tu veux répondre pendant que je cherche les Oui, petites oui. illustrations? Alors on a 2 systèmes de récupération d'eau, donc soit sur des robinets normalement. On a des cuves on avait originellement 300 litres ouais. d'eau, donc 2 cuves de 150 litres qui étaient dans le local technique qu'on a vu tout à l'heure. Ok, Et on a aussi un système de récupération d'eau de pluie avec tout un système de filtres, et ça nous permet donc du coup d'avoir de l'eau de 2 manières différentes. Maintenant, on a enlevé une cuve de 150 litres, donc on est à 150 litres, parce qu'on trouvait que c'était suffisant en temps normal. Et évidemment, on ne trimballe pas la tiny jusqu'au robinet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a des cuves supplémentaires dans le 4x4. Comme ça, on peut récupérer de l'eau seulement avec notre 4x4, et après, on les transvase dans la tiny. C'est plus simple comme ça. Ouais. Alors, ce qu'on voit sur les photos là, c'est le coffre technique, et les batteries maintenant sont à l'intérieur. On a trouvé ça beaucoup plus sécure. Et les cuves d'eau se trouvent ici maintenant, donc c'est deux grosses box blanches qui vont à peu près dans cet emplacement-là. Enfin, maintenant, il n'y en a plus qu'une, du coup. Et on voit d'ailleurs ici un petit bout du système de récupération d'eau de pluie, hop, qui passe ici dans un filtre. Maintenant, il y a tout un tas de filtres, d'ailleurs, on en a rajouté pas mal, et ça va directement dans les cuves. Et ça vient de nos toitures, on voit ici que les gouttières récupèrent l'eau. Un peu plus fort. Mais votre système, c'est surtout pour voyager. Mais si vous voulez vous installer sur un terrain longtemps, vous pouvez vous raccorder à l'eau du propriétaire, je suppose. Ouais, Oui. on pourrait. Ouais. J'ai déjà D'ailleurs, on l'a eu fait aussi pour l'électricité, on s'est souvent branché. Si on devait sédentariser la maison, on ferait toujours de la récupération d'eau de pluie, parce que c'est quand même la meilleure qualité possible, mais on ferait un puisard à côté de la maison, quoi, à l'ancienne, comme faisaient les anciens, plutôt que de stocker ça dans des cuves en plastique. D'autres questions sur cette première partie? Ou sinon on enchaîne. On peut mettre combien de poids sur la remorque? Ah, effectivement, c'est une bonne question auquel on n'a pas abordé, mais c'est le nerf de la guerre chez les tiny house. 3 tonnes 5, ouais. la limitation. 3 tonnes 5 le total sur la remorque, et le véhicule, lui, pouvait tracter 6 tonnes 5, certains peuvent aller jusqu'à 7 tonnes. Donc il faut faire en sorte que tout ce qu'on possède tienne dans cette limite-là, et c'est en fait beaucoup plus compliqué que de tenir dans l'espace, en fait. Finalement, on a des placards qui sont pas assez remplis, mais on est en limite de poids. Donc les 3 tonnes 5, on les a très vite atteints. D'ailleurs, avant le départ, la pesée qu'on avait faite était à 3 tonnes 7, il a fallu se débarrasser de 200 kg, je crois, ou 150 kg, je sais plus, d'affaires, ce qui a été très difficile. Mais c'est une réglementation ou c'est pour pour la structure elle-même? Alors, la structure le supporterait largement, c'est pour la réglementation. Et puis aussi pour le châssis. Le châssis est quand même homologué 3 tonnes 5. D'accord. Bon, il y a plein de gens, on a vu plein d'autres constructeurs, autoconstructeurs surtout, se balader avec des tiny de 4 tonnes de manière ponctuelle. Donc on sait que ça tient, bien sûr, il y a des marges. Mais nous, comme on savait qu'on allait beaucoup voyager, on n'a pas voulu s'y risquer. On avait aussi assez peur d'un contrôle, parce que les amendes sont salées, et puis c'est l'immobilisation tout de suite. On s'est dit, on va éviter ça. Du coup, on a essayé vraiment de tenir cette limite des 3 tonnes 5. Et est-ce qu'il y a une hauteur réglementaire? Il n'y a pas de hauteur réglementaire. Cela dit, nous, on conseille largement de rester en dessous des 4 mètres à partir du moment où on veut beaucoup voyager.
parce que la plupart des pays européens sont normés à 4 mètres, même si en réalité, la plupart des fonds sont à 4,50 mètres. Pour une question de tranquillité, il vaut mieux rester sous les 4 mètres. Après, il n'y a pas vraiment de limite. La plupart du temps, les gens les font à 4,20 m en France. Encore une fois, plus c'est grand, plus c'est lourd. Et ça veut dire que le ratio entre le poids de la construction et le poids des affaires qu'on peut y mettre, faut trouver un équilibre. Je voulais poser une question. Pour info, nous, on a... Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Pardon? Oui, Didier, oui. Oui, on t'entend. Voilà. Avant d'aller plus loin dans les détails techniques, j'aurais voulu savoir un petit peu plus à fond quel est votre projet. Est-ce que vous larguez complètement les amarres? Est-ce que vous gardez une maison chacun? Ou est-ce que c'est votre projet de vivre comme ça pendant très longtemps? Alors, oui. Quand tu dis comme ça, tu veux dire dans la petite maison ou tu veux dire en voyage? Non. Est-ce que votre domicile, maintenant, c'est votre petite maison? Oui. C'est Donc, tout ce qu'on a comme maison, en tout cas. Vous êtes domicilié dans une tiny house. C'est ça. On a un petit box où on a laissé les affaires qu'on n'a pas emmenées avec nous, juste à côté de chez mon père, dans le hangar où on a construit. Et c'est tout. Tout le reste, c'est ce qu'il y a sur la photo. Et votre courrier, il va arriver là? Alors, le courrier, suivant les cas, on le fait arriver en poste restante ou chez les gens chez qui on est. Là, en ce moment, on est chez un ami depuis le 2e confinement. Bon, on le fait arriver chez notre pote. Quand on est en vadrouille, on utilise les services de la poste restante. Donc, on se fait livrer soit en point relais, soit à la poste directement. Et ça marche dans le monde entier, d'ailleurs. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un système. La poste ayant été inventée par les Français, le mot poste restante est utilisé en mode international. Donc, dans n'importe quel pays, si vous mettez poste restante sur votre colis, le bureau de poste comprendra qu'il faut garder le colis jusqu'à ce que vous veniez le chercher. D'accord. On vous laisse continuer. Oui, j'allais dire que pour info, notre tiny, elle a pesé, elle faisait 3,2 tonnes une fois qu'on a eu tout fini, je crois. C'est ça à peu près. Ouais. 3,2 tonnes de confort, on va dire, puisque ça représente de l'isolation, du bois, des aménagements divers, des batteries, de la technicité, on va dire, quoi. Et le reste, c'est nos affaires. Donc, il restait que un petit 300 kg, donc 150 kg chacun. Et ça va très très vite, surtout quand vous regardez ici dans le coffre technique. On va vous montrer d'ailleurs des photos de l'intérieur peut-être. Mais dans le coffre technique, qui se trouve plus haut, ouais, en effet. Encore. Il est là. Dans le coffre technique, on a déjà quasiment 60 kg chacun. On a les vélos, le gaz, les parapentes. Ouais. Ça, c'est les sacs de sur, parce qu'on utilise des toilettes sèches. On reviendra plus tard peut-être sur le traitement de nos déchets. C'est une phase hyper importante en nomadisme, mais encore plus quand on est en tiny, on va dire. Et donc, là, il y a déjà, on va dire, 20-30% de nos affaires perso en termes de poids. Donc, ça a été un vrai challenge de faire tenir le reste. Hop, quelques photos de l'intérieur quand on y est. Alors, ça commence où? Ici, on va faire des photos larges. Ça, c'est la partie cuisine finie. Donc, on voit le mur du fond qui en fait. Excusez-moi. Ouais. Oui, je voulais juste vous parler des déchets rapidement, juste pour savoir est-ce que vous triez vos déchets et comment vous faites au quotidien. Ok. Alors, là, depuis quelques mois, c'est plus simple parce qu'on est sédentaire, donc on se sert du tri de la commune. Avant ça, on avait un tout petit panier qui nous avait cherché. En temps normal, on essaye de fonctionner pas mal avec le vrac, donc on a quelques contenants qu'on utilise en permanence et on essaye de faire méga attention à tous nos achats, quoi. Moins il y a de déchets possibles, plus c'est facile pour nous après de s'en débarrasser, parce que forcément, si on fait nos courses un peu sans faire trop attention, on se retrouve avec un gros sac de déchets qu'on peut pas stocker dans la maison parce que chaque place est prise quasiment. Et puis surtout, on n'a pas de poubelle attitrée, donc ça voudrait dire aller le jeter dans une poubelle qu'on trouve un peu dans la rue. Donc ça nous est arrivé une fois, on était tellement mal qu'on l'a plus jamais refait. Donc on évite en général. C'est fiable, donc on a essayé de le faire le plus petit possible.
voyez, un petit sac, et puis voilà. Comme ça nous force à trop en créer. Parce que c'est une galère de s'en débarrasser, vraiment. Le reste, tout ce qui est carton et métal, ça, on a moins, ça nous dérange un peu moins. C'est difficile quand même à esquiver, donc on les met dans les poubelles municipales. Et après, le plus pratique, c'est vraiment tout ce qui est compost. Alors ça, simplement, on le jette dans la nature et c'est très bien comme ça. Ok, merci. Ça répond bien? Ouais. Oui. Après, il y a d'autres types de déchets qu'on pourra évoquer si vous voulez plus tard. Les eaux grises, qui sont un déchet important, et les toilettes sèches, dont on pourra parler aussi. Hop, la cuisine vue du dessus. Donc nous, on a opté, en fait, pendant très longtemps, on se demandait ce qu'on allait faire de ce coin-là. Nous, on a 8 mètres carrés au sol, ce qui est assez petit. C'est une des plus petites tiny house de France, je pense. Une des plus petites. Une des plus petites. Il y a plus petit. Il y a plus petit. Mais voilà, à l'époque, en tout cas, c'est sûr, c'était la plus petite. Le record a été battu. Et dans 8 mètres carrés, chaque centimètre compte. Et on se demandait ce qu'on allait faire de ce coin-là, qui ne sert jamais dans une cuisine où on met plutôt des accessoires électroniques ou des trucs comme ça. Et bien là, on a décidé de simplement étendre notre évier pour pouvoir avoir de la place pour faire notre popote, notre vaisselle, poser des plats chauds, tout ça. Et ça s'avère extrêmement pratique comparé à un tout petit évier qu'on avait pu tester dans des camping-cars et où on avait l'impression qu'on n'avait pas vraiment la place de pouvoir faire notre petite vaisselle tranquille quand on a des grands accessoires. Donc voilà, une petite plaque de feu, un peu trop petite à notre goût, parce qu'il est assez difficile avec des casseroles normales de les mettre les deux côte à côte. Donc à choisir, on éloignerait plus ça. Voilà pour la partie cuisine. Et puis on a aussi essayé de faire en sorte que l'étendoir à vaisselle soit joli de manière à pouvoir y mettre la vaisselle de manière définitive. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est posée là, elle peut sécher, mais elle est aussi rangée, entre guillemets. Donc il n'y a pas besoin de la redéplacer ou de la sécher à la main. Les 3 quarts du temps, ça reste à ce moment-là. Excusez-moi, j'ai juste une question pour la vaisselle. Vous faites comment quand vous roulez pour pas que ça tombe? Enfin, vous rangez tout? Exactement la question que je l'ai posée. On a des crochets qui permettent d'attacher avec des tendeurs contre le mur et ça suffit. J'essaie de vous trouver une illustration de ça, parce qu'on l'a justement en vidéo. Ah non, c'est dans Voyager, je crois. Alors ça, je sais. Voyage. Non, Voyage en vélo. Désolé, on a plein de petits dossiers. Rouler en tiny. Ok, plan B. Directement sur la chaîne YouTube. Alors, du coup, vous allez pouvoir voir aussi notre chaîne YouTube, super, où on répond justement à quand même une grosse partie des questions. Donc, si vous tapez Tiny House Livingston, vous tomberez sur nous. Et on a fait une vidéo sur comment ça roule une tiny house. Et notamment la partie rangement. Ah voilà, on voit plein de choses qu'on a un peu évoquées, c'est très bien. On voit la cuve, les deux petites cuves qui sont dans notre 4x4. Donc il y a 80 litres ici. En 2 allers-retours, on remplit à peu près notre... Ouais, et l'étendeur, je vais vous mettre lecture, si vous y voyez assez. C'est fait par la pompe. Et pendant ce temps-là, ensuite, on enlèvera les câbles. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à renvoyer depuis l'intérieur vers ici. Alors pour commencer, on va s'occuper du salon. Donc la partie la plus importante ici, c'est de replier la table, de l'attacher avec des tendeurs qui sont cachés derrière le canapé. Je passerai ici, et pareil. Et comme le salon, on utilise des tendeurs. Hop, on l'accroche ici. Hop là. On attache les caisses avec des tendeurs, les tiroirs tendeurs, la vaisselle tendeur. Et la magie Majax, ça tient bien. Tous les objets qui sont présents ici vont être mis dans une caisse. Hop, on va le caler dans la salle de bain. Délicatement. Et les pommes de douche, on les met en bas pour éviter que l'eau qui reste dans les tuyaux ne coule sur nos fruits et légumes. Donc voilà comment on range un peu la tiny avant le départ. C'était ça la question. Oui, les tendeurs. Une question. Lorsque vous arrivez sur un terrain, il faut que la maison soit bien horizontale. Est-ce que vous avez un système particulier, des étals ou quelque chose? Oui,
Alors, pareil, ça nous a pris un peu de temps à prendre le coup de main, mais maintenant, ça va. Euh, on essaie quand même de choisir le terrain le plus plat, mais quand c'est pas possible, on utilise des petits crics comme là. Et ces crics nous permettent de mettre à niveau la tiny house. Pour l'avant et l'arrière, on se sert simplement de la rouge hockey, qui est ici, là. Elle nous permet d'aligner l'avant, enfin de mettre à plat l'avant et l'arrière. Et pour les côtés, droite-gauche, on se sert d'un cric. Et puis à la toute fin, on met des. Et puis on a des niveaux. On a des niveaux, ouais, pour vérifier ça. On met des chandelles. Ça prend au total une trentaine de minutes de décharger le 4x4, de dételer, mettre tout à niveau, remettre l'intérieur en état. Transférer l'eau. Transférer l'eau en même temps, ouais, Ouais. parce qu'on roule jamais avec l'eau dans la Tiny, c'est trop, ça fait du ballon, c'est pas super. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est en limite de poids. Du coup, on roule avec l'eau dans le 4x4, ce qui au contraire l'alourdit et le rend beaucoup plus stable, rend l'ensemble plus stable. Voilà, un petit cric comme ça, là. Et ensuite, on met des chandelles. Bon, entre-temps, on a amélioré le système, on a mis des crics papillons, là, donc c'est juste une vis à défaire et puis ça va direct au sol, c'est très bien. Ça correspond un peu plus à ce qui se fait sur les caravanes. Hop, je reviens sur les photos. Hop, partie salon, bah, du coup, on a un peu vu tout ça dans la vidéo avec l'escalier dans lequel il y a beaucoup de rangements, notamment une petite penderie. Je n'ose plus dire grande penderie parce que le terme a fait débat. Voilà, le salon vu dans l'autre sens avec le canapé qui se tire en fait pour faire un peigne. Donc la partie ici sous ce canapé-là se tire, ça fait un grand lit, enfin un grand lit, un 120 par 200. Un petit lit, mais bon, deux personnes tiennent. Deux personnes tiennent, ouais. Ah bah oui, on a des tiroirs au plafond dans lesquels on met nos petits, comme dans le cas ici présent de la PlayStation. Donc ces tiroirs sont là au plafond avec le petit vidéoprojecteur pour regarder des films. Et il se trouve en fait là ces tiroirs. Donc, très pratique pour dans l'épaisseur en fait de la mezzanine. Donc, très pratique pour stocker des affaires dans une dizaine de centimètres. Moi j'y mets mes habits, on y met quelques livres, des choses comme ça. Et Yuna, elle a ses affaires sous le canapé ici. Là c'est les chaussures. Hop, là, on revient sur l'extérieur, la porte de douche. On va voir la chambre bientôt, je crois que oui. Ah bah tiens, l'écran du vidéo proche, donc quand on veut se faire des films. Ouais. Et la chambre. Alors je cherche une vue générale, mais voilà. Ça va être plus loin. C'est plus loin. Ouais. Plus loin. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà la chambre en état. Donc c'est tout petit, ça fait 1 mètre de haut. Donc on tient tout juste assis. Au centre. Au centre, et on a des fenêtres de chaque côté, à la fois pour ventiler, mais aussi pour pouvoir admirer un peu la vue depuis le lit, ce qui nous a valu plus d'une fois de se lever tard. Voilà. Hop, ça. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai plusieurs questions, si je peux avoir la parole. Vas-y, Jean-Pierre. Oui, alors une première question. Est-ce que vous arrivez dans cet espace à travailler, exercer votre activité professionnelle? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il vous est arrivé de passer une journée entière, par exemple par mauvais temps, dans cet espace? Et troisième question, un couple en général, pas toujours, mais en général ça a des enfants, alors quid de la possibilité d'agrandir votre famille? Dans l'ordre. Ce que vous voulez. Ouais. La première, c'était. C'est savoir si vous voulez travailler. Ouais, oui. Alors, des métiers, des métiers de l'écriture en quelque sorte, enfin, écriture, disons plutôt du dessin. Il vous faut. Mais on est beaucoup sur nos ordinateurs. Du coup, Jonathan a un ordinateur portable et moi aussi. Initialement, ça se passait assez bien parce que moi, j'ai comment on peut dire un setup, une installation. Une installation qui est assez importante puisque j'ai un ordinateur portable et un écran sur lequel je dessine qui est devenu un peu compliqué depuis 3-4 mois environ. Ouais. Mais on s'en sortait assez bien puisque comme vous l'avez pu peut-être voir sur les photos, notre table se déplie.
Et donc, on a. C'est quoi les dimensions de la table à peu près? La table, c'est en gros 1 mètre carré, quoi. 1 mètre 10 par 1 mètre 10, voilà, quand elle est des pieds. Donc, on arrivait à tenir à deux assez facilement. C'est assez confortable. Le petit bémol, parce que j'avais quand même conçu tous ces plans avant que Yuna arrive dans la danse. Et donc, je me voyais seul là. Et évidemment, à deux, ça prend plus de place d'avoir deux ordi, tous les disques durs, les trucs et les machins. Et donc, il y avait quand même une gymnastique qui se faisait au moment de passer à table ou quand on voulait utiliser la table pour n'importe quoi d'autre. Donc, c'est la partie à revoir. Enfin, si on devait refaire un truc, ce serait le salon. C'est-à-dire qu'on ferait un coin bureau quelque part, on ferait une terrasse peut-être moins grande pour pouvoir avoir plus d'espace, ce qui permettrait par exemple aujourd'hui à Yuna d'avoir tout son setup proprement installé dans la maison. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué pour elle de travailler et pour moi de vivre en même temps. Voilà. Il y a un petit jonglage à faire. L'exercice est contraint puisque vous êtes limité par un poids, le poids de 3,5 tonnes, qui est à la fois une contrainte administrative, je crois, mais sans doute aussi une contrainte d'assurance. Ah oui, tout à fait. Toutes les contraintes d'administration sont des prétextes d'assurance aussi, des limitations d'assurance aussi. D'accord. Et alors la troisième question, c'était la question. Alors il y avait une question aussi, savoir si vous aviez réussi à passer une journée entière. Je prends le cas du très mauvais temps. Passer une journée. Est-ce que c'est vivable et est-ce qu'il n'y a pas par moment des besoins de se retrouver seul? Alors oui, ça nous arrive je réfléchissais à est-ce qu'on a vraiment passé une journée entièrement dans la tiny sans sortir une seule fois? Oui. Alors il faut savoir qu'on a vécu du coup avec la tiny presque 2 mois en Bretagne et que les Bretons ne nous feront plus le coup. Il pleut en Bretagne. Il a plu énormément. Oui, il nos sorties extérieures. Donc pendant ces 2 mois, je crois qu'on a eu 2 semaines de soleil, les 2 premières, ou la première même. Et après, ça a été, on a eu une malchance particulière, on a eu vraiment 1 mois et demi de pluie, donc on a vécu jusqu'à 1 mois et demi de pluie intégralement dans la tiny house. On était dans un petit camping où on était tout seul en plus. C'était quelqu'un qui est devenu un ami à nous, qui nous avait laissé y aller hors saison, c'était sympa comme tout. Et donc on a vécu 2 mois dans la tiny sous la pluie, mais bon, ça nous est arrivé, c'est notre 3e hiver. C'est notre 3e hiver cette année. 1, 2, oui, je crois que c'est ça, c'est notre 3e hiver qu'on vient de passer dans la tiny house. Ça se vit bien. Quoi qu'il en soit, oui, on a réussi à vivre à l'intérieur de la tiny assez facilement parce que on aime beaucoup les jeux de plateau, on est beaucoup sur nos écrans de manière générale, mais on cuisine. On cuisine, ouais. Non, on a réussi à s'occuper. Donc en fait, c'était pas on arrive trop à mal. s'occuper, ouais. Sortir, il nous arrivait de passer des journées sans sortir, oui. Des journées entières, c'est rare. Hein. Tout le temps, on trouve une éclaircie pour aller se balader. Puis il y a toujours un petit truc à faire autour. Faire des petites courses, il y a toujours un truc, quoi. Mais ça nous arrive. En Bretagne, d'ailleurs, on s'est souvent baladé sous grosse pluie. On s'est dit, bon, bah voilà, puisque c'est le climat breton, autant se balader sous la pluie. Par contre, le vrai défaut des tiny houses, je dirais des petits espaces de manière générale, c'est l'humidité. Parce qu'on est quand même dans un petit espace, ça fait peu de mètres cubes. Et donc, dans notre cas, qui n'avons pas de poêle à bois, nous on a un chauffage gaz Truma type de caravane, quoi. L'humidité peut arriver assez vite. Et en hiver, pardon, c'est une vraie gestion de devoir aérer régulièrement la maison, surtout quand on cuisine ou le lendemain d'une nuit de sommeil. Il faut aérer même s'il fait froid, pour ensuite seulement chauffer une fois que l'air a été renouvelé. Et même comme ça, il faut être vigilant sur l'humidité. Ok. Non? Et il y aurait eu une possibilité de mettre un poêle à bois? Oui, tout à fait. Il y a plein de tiny qui ont des poêles à bois. Il y a 2 limites à ça. La première, c'est le poids. Donc, dans notre cas, c'était impossible. Et puis, on s'imaginait mal trouver du bois de qualité partout où on allait aller. Donc, on s'est dit, ça veut dire mettre du bois, pas forcément sec, peut-être encore résineux, et abîmer rapidement le poêle à bois ou devoir l'entretenir trop régulièrement. Mais en fixe, il y a plein de gens qui le font. Et la seconde limitation, c'est les assurances. Il y a très peu d'assurances qui acceptent d'assurer des tiny houses avec poêle à bois. Mais il y en a. Alors, je vais revenir sur la question de Jean-Pierre. La troisième, qui était la possibilité, l'option de la famille en tiny house. Alors, nous, on l'a construite vraiment dans le but de voyager. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout dans nos projets. Mais on connaît des familles qui voyagent en tiny house. Je crois qu'ils sont 4 et ils ont en plus 2 chiens, mais des chiens de 80 kilos, enfin, des belles bêtes, quoi. Donc, c'est possible pour ceux qui le souhaitent.
Alors, Nous, voilà. si admettons qu'un jour on fonde un foyer, ce sera quand on arrêtera d'être nomade. Donc on pourra à ce moment-là envisager de faire une extension de la maison, des terrasses, d'autres parties, faire de l'habitat modulaire en fait. Ouais, C'est c'est ça ça. notre Dont on pourra vous parler après. prochaine étape. Mm. D'ailleurs, la famille dont Yuna vient de parler, je vous donne maintenant le lien. Ça s'appelle Air sans limite sur YouTube, encore une fois. Eux, ils ont très grande tiny house, même longueur que nous, mais ils n'ont pas de terrasse. Et ils ont un gros camion, un poids lourd. Et donc là, ils sont 4 à l'heure actuelle, mais ils étaient avec une en plus au début, et on voit leur chien. Donc ils arrivent à bien tenir, mais c'est des habitués du camping-car, donc pour eux, ça, c'est grand, quoi. C'est grand luxe. Cela dit, si je vous montre, je les ai pas, ils sont sur Instagram. Il y a un petit couple qu'on suit pas mal qui s'appelle les Trivine Lifers. Je vous l'écris quand même. Trivine Lifers. Qui eux, tiens, ils existent peut-être sur YouTube. Et qui eux viennent d'avoir un bébé dans leur van. Donc c'est encore plus petit que chez nous. Et je suis leur compte Instagram régulièrement. Tiens, ils ont une chaîne YouTube, c'est super. Et ils ont fait des aménagements pour le petit bébé. Et franchement, c'est hyper ingénieux. Donc, on est assez sûr que tant qu'il n'est pas trop grand, ça irait. Mais effectivement, d'un moment, il faudrait passer à de l'habitat modulaire. Après, il y a tellement de gens qui arrivent à élever des enfants sur des bateaux, ce qui est encore plus restreint comme espace. Et en plus, autour, c'est pas un jardin, c'est de l'eau. Donc, c'est plus compliqué. Ou en camping-car, des fois, hein, qu'on se dit que ce serait parfaitement faisable. Je pense que quand tu grandis dans un petit espace, ça devient ta normalité. Et puis, il faut savoir que nous, c'est très rare qu'on se sente enfermé, quoi. Parce on a constamment l'ouverture vers l'extérieur. Les journées d'hiver dont on parlait sont pas si fréquentes que ça pour se sentir vraiment entassé. On arrive toujours à trouver un moyen, soit d'être seul, si on a envie d'être seul, parce que avec la mezzanine, on peut couper la vision. Si Yuna a envie de se mettre au calme, elle peut prendre ses affaires et puis se mettre dans la chambre ou inversement. Oui, mais c'est assez limite quand même. C'est assez limite. C'est assez limite puisque la maison, forcément, elle bouge quand on se déplace. Ouais. Ça pose des problèmes, par exemple, quand moi je travaille, que je dois dessiner souvent, et que Jonathan circule dans la tiny, la maison, elle bouge, et donc ça fait bouger le crayon. Donc voilà, ça a certaines limites, mais c'est possible. Ou le bruit d'ailleurs aussi. Ouais. Si on dort et que quelqu'un monte sur la terrasse, on le saura tout de suite. Ça marche très bien comme elle a. La maison bouge légèrement, ça fait pas mal de bruit, donc ça c'est limite. Mais l'avantage quand on voyageait souvent, c'est que, on va dire que notre jardin, entre guillemets, changeait régulièrement, ce qui faisait qu'on avait toujours envie d'aller dehors, même malgré le mauvais temps. Donc, quand on a envie de se retrouver seul, c'était notre solution la plus fréquente. Aller dehors. Après, c'est vrai qu'on est des personnes qui pouvons être très casaniers. On peut passer une bonne journée à jouer à des petits jeux de plateau, à travailler sur nos ordinateurs. Mine de rien, quand on est en période de travail, ça nous arrive de faire des journées complètes. Et le soir, on fait à manger, on fait un petit jeu, puis on va au lit. Les journées peuvent passer vite en hiver. Et en termes de philosophie, en fait, votre projet, c'est la mobilité, le nomadisme, c'est la sobriété, c'est l'autonomie. Qu'est-ce que vous metteriez comme qualificatif de votre projet, en fait? Okay. Alors, tout ça réuni. Par contre, il y a, au fur et à mesure des années, ça va bientôt faire 3 ans qu'on est dedans, les priorités ont évolué. À la base, c'était quand même d'être effectivement dans le minimalisme et dans l'écologie. C'est pour ça qu'on a utilisé que des matériaux écologiques, qu'on a essayé d'être au plus proche de notre consommation en termes d'électricité et d'eau, d'avoir une vraie conscience on a une réserve, il faut la garder le plus longtemps possible et faire preuve d'entre guillemets d'intelligence. Ce qui, à l'échelle humaine, est la même chose avec les ressources naturelles. Mais là, on l'expérimente avec des tout petits formats, ce qui nous rapproche de notre consommation réelle. Maintenant, on sait parfaitement ce que représente 1 heure d'ordinateur par rapport à ce que peut produire un panneau solaire. Donc ça a été bien. Il y a eu une démarche à ce niveau-là, donc un C écologique. Mais on a aussi en fond, à l'arrière-plan, l'envie de beaucoup voyager et de découvrir un peu le monde tout en habitant dans les pays qu'on allait ou dans les régions qu'on allait visiter et pas simplement en les traversant. Alors du coup, cette notion-là, elle a beaucoup évolué, la notion de voyage. Des fois, on avait envie de moins voyager parce qu'on se trouvait très bien dans une région, on avait beaucoup de mal à en partir, ça nous est souvent arrivé. Et des fois, au contraire, on avait envie de tracer, d'aller un peu plus vite. Et puis là, ces derniers temps, l'envie de voyage avec la tiny house, du coup, on se rend bien compte que c'est trop compliqué avec les restrictions, donc on est plutôt en train d'envisager de partir avec le 4x4 et de garder la maison fixe pour aussi faire passer un des critères en premier, c'est-à-dire l'écologie, consommer beaucoup moins d'essence pour un trajet donné. Donc, voilà.
ça reprend un peu tous ces critères-là. Une chose est sûre, globalement, sur nos consommations, on a à peu près divisé par 10 toutes nos utilisations. Donc l'eau, on est à une vingtaine de litres par jour, 30 litres pardon, par jour, à 2. L'électricité, on utilise 1 kW. Donc si vous faites un peu des calculs ou si vous regardez les moyennes françaises, ça c'est beaucoup moins. Voilà, ça a eu de l'effet et on a encore une grosse marge de manœuvre pour l'améliorer tout ça, notamment avec le véhicule, qui reste le gros point noir écologique, on va dire, de tout ce projet. Est-ce que ça répond à la question? Tout à fait, merci. Hop. Qu'est-ce qu'il faut comme permis pour trimballer une tiny house? Il faut le permis BE, donc c'est une extension du permis B qui s'obtient en 3 jours de formation et puis à la fin il y a un examen. Voilà. C'est pas le plus compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe peut-être à la partie nomade? Non, excusez-moi. J'aurais aimé poser une question à propos de la connexion Internet et de la manière dont vous la fournissez. Eh bien, on fonctionne avec nos forfaits téléphoniques, tout simplement. On est chez 2 opérateurs différents, donc on a 2 forfaits différents. Et en général, ça suffit. Ça a été parfois un peu galère. Un peu just, ouais, Mmh, parce qu'on se mettait dans des j'imagine. endroits qui ne captaient pas très très bien. Et dans nos métiers respectifs, on a parfois besoin d'envoyer beaucoup de data. Donc ça a été sportive. Certaines fois, j'ai dû prendre mon ordinateur, prendre mon téléphone, prendre la voiture et essayer de rouler un petit peu plus loin, voir si je captais un peu mieux pour pouvoir envoyer mes fichiers. Donc c'est un peu folklore, mais ça se fait, quoi. Mmh. Alors en France, on est assez bien desservi, Oui, je pense. mais bien que ça t'est arrivé en France. Oui, mais ça a été rare. Ça a été C'était rare, arrivé ouais. 2 fois. Et en Espagne et Suisse, on a fait les deux, là on a bien capté. Mais on n'a pas, bon, on en parlera après, mais on n'a pas eu le temps de faire vraiment le tour. Mm. Pour l'instant, en Europe, on est pas mal. On n'a pas eu de soucis. D'accord, moi, je vous remercie. Oui, est-ce que ce mode de ce mode d'habitat, vous m'entendez? Oui. Oui. Et de cette façon de s'installer dans la nature, ou en tout cas, donc ça vous permet une proximité formidable. Mais est-ce que ça vous facilite aussi des contacts sociaux partout où vous allez, ou bien est-ce que ça vous isole un peu, d'une certaine manière? Alors, Vous diriez quoi au premier abord, vous? Je pense qu'il doit y avoir un effet de curiosité qui fait que les gens s'approchent, mais après, je ne sais pas ce que ça vaut. Après, dites-nous. Alors, en partant, quand on a commencé le voyage en tiny house, on s'était dit que l'éloignement avec nos familles, nos proches et tout, on se sentirait peut-être un peu isolé. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, on s'est rendu compte sur un bilan de 12 mois, on n'avait jamais été seuls une seule fois. Vraiment. Tous les jours, Seuls tous les deux. Ouais, seuls tous les deux. Donc, les gens sont curieux. Dès qu'ils voient la tiny, ils viennent, ils posent des questions. Dès qu'ils peuvent avoir un eye contact avec nous, on est parti pour parfois une demi-heure, 1 heure de conversation. Les gens touchent parfois, voilà, c'est rigolo de voir la réaction. Mais on ne se sent jamais isolé, quoi, finalement. Parce que du fait qu'on ne puisse pas aller sur des petits endroits reculés à cause de son gabarit, on est quand même obligé de rester sur des chemins un peu Pas très loin de la route. ouais, stables, on va Ouais. dire. Du coup, les gens passent et c'est des chemins passants. Et voilà, Même quand on était dans le Cotentin sur la plage, donc assez loin des routes et tout, donc assez perdu, il y a toujours eu du monde. Et en fait, on s'est rendu compte la première année de notre voyage, et surtout la deuxième, on n'a jamais eu autant de nouveaux amis dans notre vie. Ah oui. Beaucoup d'amis, des amis qu'on a gardés, parce que c'était des amitiés fortes, parfois courtes mais fortes, et puis qu'on a essayé de revoir et tout régulièrement, à tel point que là, il y a une famille notamment avec qui on s'est vraiment lié, qu'on connaissait un peu avant, mais pas beaucoup, et puis avec le voyage, c'est vraiment lié, et puis avec eux, on a envie de faire bien plus de chemin derrière et de mener d'autres projets ensemble. Donc, on s'est absolument jamais senti seul, à tel point que des fois, on avait envie d'être seul. Oui, bien sûr. Au début de la construction, Jonathan m'avait dit qu'il avait choisi le look de la tiny pour qu'elle soit le plus sympathique possible.
C'est-à-dire que en étant nomade, on a aussi cette étiquette un peu négative des gens du voyage, et on voulait éviter à tout prix d'être mal perçu, même si on avait les meilleures intentions possibles, et de se faire accepter au mieux par les mairies, les communes qui nous accueillaient. Donc le look de la tiny a vraiment un rôle important dans notre voyage. Dans l'acceptation et la sociabilisation. Ah oui, Ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai encore une question. Est-ce qu'il y a eu des choix? Vous êtes dans un espace extrêmement limité, Oui. qui moi me fait un peu peur. J'aime bien me déborder de partout, mais est-ce qu'il y a eu des choix quand même difficiles à faire? Est-ce que, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une immense bibliothèque ou vous ne pouvez pas avoir trop de vêtements, trop de chaussures, trop de ceci, trop de cela, de tout? Donc il faut. Est-ce que c'est quelque chose qui s'installe bien dans votre quotidien, dans votre tête aussi, qui qui se qui se structure bien, cette limitation de tout, se vivre dans moins et non pas dans trop? Vous y parvenez bien? Oui. Alors Apparemment. au début, ça a été compliqué pour moi parce que, l'aspect minimaliste, je me disais que je pourrais le faire, jusqu'au jour où il a fallu le faire, et je me suis dit: «Ah, en fait, c'est plus difficile que ce que je pensais». Moi, j'aime beaucoup les livres, il a fallu me séparer de pas mal de livres. Les vêtements, bon, ça va, c'était plutôt rapide, mais oui, ça a été un exercice assez difficile. Jonathan, moins, parce qu'il était préparé vraiment à cette épreuve, on va dire. Et, mais ça demande une rigueur, effectivement. Et après coup, quand on est parti sur les routes, toutes ces affaires que j'avais laissées derrière moi, finalement, enfin, je me rappelle même plus de ce que j'ai laissé. Donc je me dis, c'était pas si important. Oui. Et ce que je gagne en comparaison, c'est-à-dire tous ces paysages que j'ai pu voir pendant 2 ans, ça a pas de prix, quoi. Enfin, c'est tellement mieux. Donc j'accepte mieux ce Mmh. petit, euh, ce petit sacrifice, on va dire. Mmh. Ouais. Mmh. Moi, j'ai pas eu le même ressenti, parce que déjà de base, j'avais très très peu d'affaires. Quand je suis parti de Paris, ça tenait, toutes mes affaires tenaient dans le 4x4. Et dedans, il y avait une télé, une machine à laver qui n'allait pas rester, évidemment, qui sont restés chez mes parents parce qu'ils en voulaient en rab. Donc j'avais vraiment très peu. Et donc se débarrasser de choses, moi, ça me fait toujours un bien fou. J'adore ça. J'adore me débarrasser de choses, les donner, les vendre sur le bon coin. Euh, J'aime pas quand j'ai trop de choses et que c'est le bordel et que je sais plus où ranger les choses. Mmh. Et effectivement, ça est arrivé, mais je pense qu'on peut le compter sur les doigts de la main, le nombre de fois où on s'est dit, ça nous a manqué. Ah, ça vraiment, ça nous a manqué. Ah C'est oui. très, 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 très rare. Au contraire, ça arrive assez souvent, par contre, que même dans notre espace, là, réduit, je tombe sur un objet, je me dis, tiens, ça fait peut-être 2 ans qu'il est là, je m'en suis jamais servi. Mais par contre, j'aime bien savoir qu'il est là. Je sais jamais. Mmh. Euh, mais l'exercice est marrant à faire, un exercice que vous pouvez faire facilement chez vous. Prenez une armoire, vous la videz de tout ce qu'il y a dedans, et puis vous y mettez ce que vous pensez être essentiel pour vous, vraiment essentiel. Si vous êtes deux, vous la divisez en deux, ce sera encore plus marrant. Et un mois plus tard, vous enlevez tout ce qui n'a pas servi. Et un mois plus tard, encore tout ce qui n'a pas servi, ou 6 mois plus tard, si vous préférez vous laisser un peu plus de temps. Et vous vous rendrez compte du peu d'objets vraiment utiles pour fonctionner. Et nous encore, on est des mastodontes dans l'univers du nomadisme. On a croisé des amis qui voyagent en vélo. Ouais, ça. Alors pour moi, ça a été une claque. Le peu de choses, bah, c'est comme quand on fait de la rando, hein. Tout peut tenir sur son dos. La quantité d'eau qu'ils utilisaient, c'était hallucinant. Enfin, on a besoin de très très peu. Alors c'est marrant parce que là, en ce moment, on est posé depuis 3, 4, enfin même plus, 4, 5 mois, on est posé et on se remet à racheter des choses. Moi, j'adore les jeux de société, j'adore avoir des grosses boîtes. Et avant, je me l'interdisais, je me disais, bon, on verra plus tard. Ou alors, je sélectionnais avec grande attention, je mettais 1 an à bien choisir le jeu qui allait prendre la dernière place dans l'armoire de jeu. Et puis, bah, maintenant qu'on est posé, j'en rachète un peu plus facilement. Donc voilà, la nature n'aime pas le vide, hein, et nous non plus, hein. Donc Mmh. dès qu'il y a un coin, on va le remplir. Mmh. Donc peut-être là où c'est plus facile, c'est de ne pas avoir de coin à remplir. Donc de ne pas avoir d'étagère. Voilà, mais c'est un exercice très marrant. À ce sujet, je vous conseille peut-être une vidéo qui répondra aussi assez bien à la question. Sur notre chaîne, hop, 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 elle s'appelle
C'est une jeune retraitée à l'époque, une des premières que j'ai rencontrées en tiny house, et qui est passée d'une maison de 300 mètres carrés, puisqu'elle tenait un grand gîte, voilà ici. Donc, c'est cette vignette ici. Et elle est passée donc de ces 300 mètres carrés à ces 20 mètres carrés. Et ça a été ma première leçon de minimalisme. Donc voilà, le nom de la vidéo est ici. Alors je peux vous partager le lien directement dans le chat. Si j'arrive à trouver le chat. On peut le voir. Pas. Je peux mettre lecture, effectivement. On peut s'en passer un petit Ouais. peu, pourquoi pas. Alors, je passe l'intro. Tellement joli en plus. D'accord, disons que c'est à côté. C'est Je trop peux fort? dire que je Ok. viens de vendre. Ok. Donc, je sais ce que c'est que de vivre dans une grande maison. Ok. Et donc, maintenant, c'est une nouvelle aventure. J'ai envie de savoir comment vivre dans une petite. Parce que, voilà, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire dans ma grande maison. Et donc, j'ai travaillé dans ce lieu pendant 22 ans à accueillir en chambre d'hôte. Et arrivé à la retraite, j'ai eu envie, après avoir mis toute mon énergie dans l'accueil et l'entretien de la maison et la vie, j'ai eu envie vraiment d'autre chose, quoi, de m'alléger complètement de tout ce travail-là. Je suis allée à la mairie dire au maire que j'allais vivre un moment-là et que j'allais pas partir en courant parce que je vendais ma grande maison. J'avais emporté des photos de la construction, j'avais emporté l'article du journal Ouest France quand c'était paru. Et du coup, tout ça, c'est utile, quoi. Ils se disent, ça existe, donc il doit bien y avoir une solution. Mais Oui. moi, je lui ai dit Une grande bibliothèque. que j'avais l'intention d'y rester plus de 3 mois. Donc, je ne sais pas si je dois. Je ne sais pas du tout. Mais il t'embête pas. Non, il m'embête pas. Et j'ai pas senti que le maire avait envie de m'embêter, si tu veux. Elle est restée dans son jardin et elle a loué sa maison. J'entends moins bien là. Je crois qu'elle a déménagé. À la base, moi, j'habite dans ce lieu depuis. Alors, je sais plus à quel moment elle parle justement de la manière dont elle a fait son tri. Mais voilà, dans la vidéo, vous en verrez pas mal plus. Donc, elle est passée de ce grand gîte là qu'on voit au début de la vidéo à cette petite tiny de 20 mètres carrés quand même, mais c'était une petite terrasse en plus. Et donc, c'était sur son propre terrain, mais elle a vendu le gîte et elle avait prévu ensuite de se déplacer pour aller ailleurs avec sa tiny house. Ouais, il est beau, ce truc. Voilà. Ouais. Donc, ça reste quand même un exercice. Hein. Ça reste un exercice, c'est pas pour tout le monde. Enfin, je sais pas si c'est pour tout le monde ou pas. Je sais que par exemple, mon père en ce moment est en train, j'essaye de l'alléger parce que c'est pour projet de lui en faire une, mais plus grande, une 50 mètres carrés. Et lui, il est habitué à vivre dans 100 mètres carrés. Et ça lui paraît totalement impossible. mais voilà, il y a des gens pour qui c'est facile, d'autres pour qui c'est un vrai exercice. Après, les inconvénients, c'est qu'effectivement, il peut arriver qu'il nous manque quelque chose. Comme je le disais, ça nous est quand même rarement arrivé. Par contre, l'avantage, c'est qu'on gagne en temps d'entretien. On a beaucoup moins d'objets à s'occuper, beaucoup moins de ménage à faire. Même si, comme c'est un petit espace, ça se salit vite, il faut le faire un peu tous les jours, mais ça reste 5 minutes tous les jours et pas du tout l'heure ou les 2 heures qu'on peut y passer en temps normal. Bonsoir, moi j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir, vous avez donc voyagé pendant 3 ans. Je voudrais savoir combien de kilomètres vous avez fait, combien de pays vous avez pu visiter. Alors, on a voyagé pendant 2 ans, parce qu'on a été 3 ans dans la maison, mais ça fait que 2 ans qu'on a vraiment pris la route. On a fait à peu près 10 000 km. Je pense qu'on a dépassé les 10 000 km, mais j'ai pas bien suivi sur la fin. On a fait France, un bout d'Espagne, mais là que le premier confinement a eu lieu, c'est quand on arrive en Espagne. Donc on a fait 500, 600 bornes en Espagne. Jusqu'au détroit de l'Elbe, pour ceux qui connaissent. On a dû revenir parce que l'Espagne à l'époque ne déconfinait pas et la France déconfinait, donc on est rentré en France. Et ensuite, on a fait la Suisse. Et la Suisse, là, par contre, on a été libre de faire un peu ce qu'on voulait en termes de déplacement, donc on en a bien profité. Et puis ensuite, il y a eu l'annonce du deuxième confinement. On avait prévu d'aller en Italie, on n'a pas pu, et on est revenu ici en France. Donc voilà ce qu'on a couvert. C'est assez peu, on va dire. On est des nomades lents. À chaque fois qu'on arrive dans une région, on se dit bon, là, il n'y a pas grand-chose à voir, on va y rester 2-3 jours et puis on s'en va. Puis on rencontre des locaux. Puis ces locaux nous disent vous pouvez pas partir sans avoir vu ça, et puis sans avoir vu ça, puis sans avoir vu ça.
Quand tu y vas, tu rencontres d'autres locaux qui te disent encore, ah non, mais il y a là-bas aussi, là-bas c'est très bien. Et puis, du coup, tu y vas, puis tu restes 1 mois et demi. Donc, c'est aussi un peu la magie du truc. Quand on prend son temps et qu'on ne se donne pas de date de départ, il se peut très bien qu'on reste coincé très longtemps dans un endroit. Au Les niveau régions qu'on a sont sécurité, hyper riches. Donc, en fait, vous êtes resté juste en Europe. Et ma question, c'est est-ce que vous savez s'il y a des pays qui interdisent de la venue de votre tiny house? Et est-ce que vous avez dans l'idée de sortir de l'Europe et d'aller beaucoup plus loin? Alors, Alors, initialement, on avait prévu de faire un tour du monde. C'était vraiment notre objectif. Et puis, on a eu un espèce de déclic au premier confinement, donc il y a 1 an, où notre projet a évolué. Maintenant, on souhaite vraiment monter ce qu'on appelle un écolieu. Et donc, on s'est dit, on va voyager peut-être moins avec la tiny house, plus rapidement, soit avec le 4x4, mais on aimerait mieux éviter, ou plutôt en vélo ou en train. en train, ouais. Mais ouais, notre projet, ça va être plutôt l'écolieu là maintenant. En fait, voilà, on s'est rendu compte sur la route, je pense qu'on n'est pas profondément nomades tous les deux. On a un aspect qui aime beaucoup la construction et quand je dis la construction, c'est bâtir quelque chose dans notre vie, tu vois. Pas seulement être dans l'instant présent, mais aussi pérenniser quelque chose dans l'avenir. On a aussi des passions qui nous plaisent et qui demandent parfois d'être sédentaires, dont il a fallu se passer pendant ces années de nomadisme. Et on se dit que le rapport entre l'énergie dépensée en essence, le CO2, tout ça émis, et le manque qu'on a de toutes ces choses qui nous manquent en sédentaire, bah, ça vaut pas le coup. Peut-être qu'il vaut mieux garder la maison pour des déplacements réellement utiles. Si on veut se rendre dans un endroit et vivre longtemps, bah, très bien, on peut faire 6 mois, tous les 6 mois déplacer la maison et garder une mobilité plus légère pour ce qu'on appelle nous les voyages pour le fun, c'est-à-dire les voyages pour la vie. Donc ça, c'est la première question. La première partie de ta question, c'était pour l'aspect nomade autour du monde. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui l'interdisent? À notre connaissance, la Suisse l'interdit sur le papier. C'est-à-dire que si on veut s'installer en Suisse avec une tiny house, ça peut être très compliqué. Nous, on a traversé la frontière 2 fois, à 2 endroits différents. Et notamment une fois, la police, on a eu une discussion avec eux, parce qu'ils nous ont aidés sur la route, et on a bien vu qu'ils n'avaient l'air de rien avoir à faire du fait que c'était interdit en Suisse. Donc on n'a pas eu de soucis. Le reste de l'Europe, il n'y a pas de souci non plus. On a vu aucun pays qui s'est levé contre les tiny house. Et pour les pays plus à l'est, en Asie, Moyen-Orient, on n'a pas vraiment d'idée. Je pense qu'il n'y a pas de restrictions particulières. On n'a jamais rien vu à ce sujet-là. Mais après, personne n'a vraiment essayé de faire un tour du monde avec une maison. Les Air sans limite qu'on vous a présentés juste avant ont cette ambition de vouloir faire le tour d'Europe. Donc, ils sauront un peu mieux que nous. Ils ont fait un peu plus de pays que nous. Ils ont fait un petit tour aux Pays-Bas. Ah si, la particularité qu'eux, ils ont eu, c'est comme ils tractent avec un poids lourd. Aller en Allemagne, quand on a un poids lourd, c'est plus compliqué, ça coûte très cher. Il faut payer une taxe particulière qui coûte extrêmement cher. Donc nous, on n'aurait pas eu ce problème-là avec le 4x4. Mais eux, comme leur ensemble contient un poids lourd, ça les a empêchés d'aller en Allemagne, tout simplement. Donc voilà. Pour parler un peu plus spécifiquement aussi de notre choix sur le fait d'être moins nomade avec la maison. L'usure, on n'en voit pas. La maison tient parfaitement le coup, donc on est très content de ça. Par contre, c'est stressant de se balader avec une maison. On n'est pas toujours serein. Il y a des fois, on l'oublie complètement. J'oubliais qu'on avait une maison derrière nous. Puis des fois, en Suisse, où tous les ponts sont indiqués à 4 mètres alors qu'ils sont à 4 mètres 50, là, on se serrait un peu les fesses. On se disait, est-ce qu'on va taper? Et puis finalement, on n'a jamais tapé, heureusement. Mais quand même, c'est assez stressant. Et puis ça consomme, quoi. Ça consomme entre 15 et 18 litres au 100 avec notre 4x4. Les amis de Air sans limite sont plus à 20 litres au 100. Et ça, pour nous, c'est une charge mentale assez inacceptable dans les valeurs de notre projet. Donc on préfère décarboner au maximum le voyage pour le fun et garder notre crédit carbone, si on peut appeler ça, pour des voyages plus utiles, parce que Yuna a sa famille en Guyane, donc c'est très compliqué d'y aller sans avion, ou très cher, ou très long, ou les trois réunis. Du coup, c'est mieux de garder notre carbone pour ça. Moi, j'ai de la famille en Écosse, on peut pas le garder pour ça aussi. Et se déplacer de manière plus légère, soit avec le 4x4 qui consomme du coup 2 fois moins, soit train, avion, canoë, et se faire des petites aventures comme ça. Donc voilà, ça va être ça l'avenir pour
pour la maison, mais on considère que, par exemple, si on voulait, il y a des gens qui sont saisonniers, il y a des gens qui déplacent souvent pour leur travail, mais ils n'ont pas envie de déménager tout le temps. Alors là, la tiny house, c'est parfait. C'est une sorte de semi-nomadisme. Tous les 6 mois, on déménage. Tous les 2 ans, on déménage et on n'a pas besoin de changer toute sa vie. On se barre avec sa petite maison comme un petit escargot. Et là, la pertinence, elle est parfaite, on pense. Nous, on a adoré pouvoir faire ça. La première année, on a beaucoup fait ça. On s'est déplacé tous les mois, tous les 3 mois, allez, ouais, on va dire. Et ça a été très très chouette comme ça. Se déplacer plus, c'est tout à fait possible, mais on trouve que ça perd son intérêt. Autant prendre une voiture ou un petit camping-car, un van, et là, la mobilité sera bien meilleure. Et ensuite, c'était la partie. Alors, il y avait une partie numéro 2 sur la sécurité que j'ai entendu. Ah oui. Alors, je reprends les questions juste avant la sécurité. Attends Didier, attends une seconde. Ils vont peut-être répondre sur la question, est-ce que vous avez des problèmes de sécurité? C'est ce que Tu veux... Des problèmes de sécurité. Alors, les questions, oui, c'est très large, sécurité. Vous êtes senti en insécurité parfois du fait de ce mode de vie ou du fait d'avoir un logement facilement accessible peut-être par des personnes autour de vous? Ok. Alors ça, c'était un gros questionnement avant de partir parce que forcément, on avait des inquiétudes, mais on a aussi pris les inquiétudes des gens autour de nous, de notre famille, de nos proches, qui nous disaient que c'était pas assez sécurisé, que effectivement, on met un coup de hache dans la porte, ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on n'a jamais eu ce genre de... Ah si, une fois peut-être. En Normandie. Oui, mais c'était pas un problème de sécurité. C'est-à-dire que personne n'a jamais tenté une infraction dans la maison. Pourtant, ça nous arrivait de la laisser parfois des mois entiers, des semaines entières toute seule. Non, même la nuit, on n'a jamais eu de visite bizarre ou quoi. Enfin, voilà. Quand on se sent pas en sécurité, c'est quand on est sur la route. Là, il y a des fois où, quand il y a un peu de vent, où on sent que la tiny elle tangue un peu, là, oui, ça peut. On se sent mieux. C'est surtout la vitesse, le vent, mais surtout la vitesse. Ouais, la vitesse. Ouais, la vitesse. En fait, c'est limité à 80. Mais dès qu'on arrive à 80, ça peut tanguer un peu. Et la sécurité aussi, on l'a pu. Il y a une fois où il y a quelqu'un qui est rentré sans qu'on l'invite. C'était un voisin nomade, on va dire. On avait échangé quelques mots un peu avant, et puis c'était assez sympa. Et puis bon, il s'est envoyé un peu d'alcool, et puis il était un peu enjoué. Et il est rentré dans la maison sans trop qu'on l'ait invité. J'ai juste ouvert la porte quand il a frappé, puis il est rentré. Donc là, ça nous a agacé. On ne s'est pas sorti forcément en insécurité, mais on a senti de l'intrusion quand même. Et après, l'insécurité viendrait plus en fait en tout cas les moments où moi je me suis senti assez en insécurité. C'est le comportement des gens sur la route. Les comportements des gens sur la route. Ils sont très distraits, du coup ils regardent beaucoup la maison, ils ne regardent pas devant eux. Et c'est surtout dangereux pour eux. Donc ça, on a constaté des coups de frein, des gens qui nous dépassent un peu vite juste pour passer devant voir la maison, des trucs comme ça. Il y a eu des gens qui sortent de rond-point en ayant la tête complètement tournée en arrière sans regarder devant eux. C'est assez insécurisant pour eux. Et nous, on se dit, on a un peu une responsabilité là-dedans. Voilà. Et après, c'est sur le côté administratif. C'est-à-dire qu'on a une assurance, on paye une assurance. À l'heure d'aujourd'hui, je serais incapable de vous dire si cette assurance nous couvrira réellement si on a un souci. Donc là, il y a une certaine insécurité parce que c'est un objet inconnu, ça ne rentre pas vraiment dans les cases, donc ils bricolent des contrats et puis on ne sait pas trop où ça va. Il y a eu quand même déjà il y a eu un accident majeur en France qui a été pris en charge, donc c'est très bien, mais après c'est du cas par cas. Et l'insécurité, en fait, la seule fois vraiment où on s'est senti agressé, c'était avec un policier municipal qui a voulu nous éjecter d'un coin où, d'après nous, on était légitime d'être garé. Bon, lui, il n'a pas pris de gants, il nous a jetés comme des malpropres. Et la manière dont il nous a parlé, on s'est senti agressé. Donc, c'est là où, la seule fois vraiment, on a eu une énergie très négative. Donc, c'est marrant ça a été marrant pour nous de constater qu'en fait, les agressions ne venaient pas de là où on les imaginait. Voilà. Après, on n'a pas encore été dans des coins, on va dire, plus chauds. Je sais que l'Italie, les camping-caristes sont très vigilants. C'est pas un coin qu'on a encore visité, mais on a fait l'Espagne, et l'Espagne, ça s'est très bien passé. Et est-ce qu'il n'y a pas, moi j'avais une question, mais Didier aussi, je crois, en fait, pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ce mode de vie, dans le sens où, comme c'est petit, en fait, vous ne pouvez pas recevoir votre famille, vous ne pouvez pas recevoir vos amis, donc souvent, en fait, vous allez chez les gens, si j'ose dire. Mais du coup, si tout le monde vivait en tiny house, en fait, on pourrait pas se recevoir parce qu'on serait chacun tout petit. Donc, en fait, ça marche ce système que s'il n'y en a qu'une partie qui vit comme ça. C'est une excellente question. On est très content que tu la poses parce que c'est quelque chose qui revient souvent.
on a plein d'éléments de réponse dont on peut discuter, parce que c'est pas forcément, on ne détient pas la vérité. Tu veux commencer? Peut-être par citer l'exemple du premier confinement. Oui, enfin même avant le premier Même avant. confinement, moi j'avais déjà reçu ma mère et ma sœur ici, donc c'était possible. Elles ont dormi Après, là. on pensait que le maximum dans la tiny c'était 4 pour vivre vraiment sur plusieurs jours. On n'a pas expérimenté plus, mais 4 c'est déjà bien. Ça demande une petite chorégraphie, une petite danse dans la maison, mais franchement on s'en sort Comme dans un camping-car. pas trop mal, voilà, comme dans un camping-car. Et après, pendant le premier confinement, donc on était confinés dans une ferme en Espagne qui accueillait des woofers, donc des travailleurs. On y a rencontré un couple de voyageurs en vélo et également une famille qui vivait en bus à l'époque. Donc ils sont 3 enfants et donc les parents, donc 5 personnes. Et il se trouve pendant cette période qu'on avait 3 mois, ouais, on a beaucoup reçu dans la maison. On a beaucoup fait de repas, de famille. Du coup, on était à 10, je crois. Des soirées ciné à 10 sur le canapé sur lequel on est. Alors, c'est un peu serré, mais on était bien. Voilà, ça c'était avec les enfants qui pas adoraient ça. Faut pas être trop exigeant, mais voilà, si on aime son espace et avoir beaucoup de place sur la table, c'est sûr que ce sera pas fait pour vous. Mais c'est possible. En tout cas, nous, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Alors, si tout le monde faisait comme nous, bah, du coup, il n'y aurait pas de maison, le terrain serait moins cher. Donc, on aurait tous des terrains. Non, plus sérieusement, alors, nous, on adore être invités chez les gens parce que c'est des formidables passerelles de rencontres. Les gens adorent nous inviter pour plein de raisons, je pense pour la maison, pour la rencontre. Et puis, je crois qu'il y a un truc, tu sais, on a un peu la culpabilité d'être dans le besoin, des fois, tu sais, de peser comme une charge sur les autres ou sur le système. Nous, on se débarrasse de ça parce qu'on donne beaucoup on donne beaucoup de notre temps au partage, avec notre chaîne YouTube, avec des interventions comme on fait là, qui nous font du bien, qui nous font nous sentir utiles et on a l'impression de redonner une forme de service, une forme de communication que l'on obtient aussi quand on nous héberge et qu'on peut profiter de l'électricité, par exemple. Tu vois, c'est un peu le même troc, même si c'est pas envers les mêmes personnes, ça se diffuse. Et en fait, avoir besoin de quelqu'un, c'est lui donner l'opportunité de t'aider. Et tout le monde aime aider quelqu'un d'autre. Du coup, même si au premier abord on a l'impression que on est en poids, bah, comme on n'arrive jamais comme un poids, c'est-à-dire qu'on demande et puis souvent on demande même pas à une personne précise, et puis c'est les gens qui viennent nous dire bah venez chez moi. Par exemple en Suisse ça s'est fait comme ça, on trouvait nulle part où aller, on a juste posé sur nos réseaux, bah voilà, est-ce que vous auriez un coin de terrain à nous prêter? Et on est tombé sur une famille qui n'avait absolument aucun espace pour nous accueillir, mais qui a trouvé le moyen de nous accueillir, c'était impressionnant. Et c'est devenu des très très bons amis. On les a aidés d'ailleurs sur un camion qu'ils étaient en train d'aménager. Ça a été génial, quoi. On a vécu des moments forts. Et si, bah voilà, si tout le monde avait une tiny, je pense qu'en fait, si ça devenait un habitat plus. D'ailleurs, dans l'éco-village qu'on aimerait monter, il y aura beaucoup d'habitats minimalistes, d'habitats légers. Ce qu'on ferait et ce qu'on conseille, nous, c'est l'habitat modulaire. C'est-à-dire que chacun a son espace à lui, comme nous, par exemple, avec la tiny, mais réduit. Et après, on se partage les espaces communs qui peuvent être une laverie, une grande cuisine collective, une cuisine d'été en extérieur. Ce qui fait que personnellement, bah, on a des toutes petites charges. Hein. Notre maison ne coûte que 200-300 euros à faire tourner par mois. Et encore tout compris, hein, parce que la plupart des gens qu'on croise vivent avec 300 euros quand ils sont sédentaires. Mais par contre, dans le collectif, on a beaucoup plus de choses et on peut se les partager. Donc je pense que ce serait ça un peu le mix à trouver, l'habitat modulaire, avec parfois c'est relié par des serres. Par exemple, on a vu des familles qui se construisent 3 tiny houses ou 2 tiny houses. Et le tout est relié par une serre, donc on est quand même, ou un salon d'hiver, là, un jardin d'hiver sous couvert. Donc on est toujours bien, on est toujours au chaud. Mais chacun a son espace, chacun est un peu déconnecté, et au final, on vit dans 60 mètres carrés avec le minimum en termes d'espace chacun, mais on ne se sent pas les uns sur les autres. Il y a plein de petites solutions qui existent. Et ce qui serait bien, mais ça, bon, c'est un avenir utopique, on y reviendra, mais ce qui serait bien, c'est qu'effectivement la propriété des sols soit un peu différente et que nous, on a apprécié aller dans des terrains communaux et se retrouver sur un terrain qui, entre guillemets, n'appartenait pas à quelqu'un en particulier. Du coup, il y avait une certaine liberté pour nous, c'était hyper agréable d'arriver dans ces zones-là. Et en même temps, c'était des lieux de rencontre aussi. Les mairies ont en général toujours dit oui à nos arrivées. Puis en échange, bah voilà, on ramassait des déchets qu'on trouvait. Ça nous arrivait que le maire vienne voir, enfin, des petites choses comme ça, quoi. On passait des petits temps avec ou les gens du coin.
les gens qui habitent dans les maisons d'à côté qui viennent nous voir, donc il y a des petits échanges qui se créent. Mais voilà, le côté avoir besoin des autres, moi j'aime bien quand on a besoin de moi. Et donc je me dis que c'est pareil pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Didier, tu avais une question? Oui, je voulais savoir si vous êtes arrivé déjà d'aller dans un terrain de camping. Oui. Et vous êtes accepté? Vous êtes accepté dans les terrains de camping? Alors, on appelle toujours au début parce que les doubles essieux sont difficilement acceptés en général, mais on a été refusé une fois. Oui, je on a crois. été refusé en Suisse plusieurs fois. C'est pour ça qu'on a été chez une famille. Oui. En France, pas trop. En France, non. Alors, d'ailleurs, un des plus beaux spots qu'on a eu, c'était dans un camping en Corrèze. Très, très beau au bord d'un lac. Par contre, on a eu une surcharge au niveau du prix. La personne nous a fait payer plus cher parce qu'il considérait qu'on était un gros ensemble. C'était pas très fair play, c'était pas indiqué sur la notice, mais bon, voilà, pas sur les fiches tarifaires. Mais... Ça se fait. On a été aussi dans un camping près de Cergy, en Ile-de-France. En région parisienne. Ouais. Et voilà, ça c'est très bien fait aussi. Ouais, ça nous est arrivé 2-3 fois comme ça. Mais ouais. Après, il faut dire qu'on voyage beaucoup hors saison, donc on est vachement plus accueillis. Enfin, on était en décalé dans les saisons. En été, on était au nord et en hiver, on était plutôt au sud. Donc, ça passait plutôt bien. Au sujet de la question juste avant, d'ailleurs, il y a une vidéo que je peux vous conseiller aussi, Alexandre. Alors, c'est quelqu'un justement qui nous a accueillis, qui est devenu aussi un très bon ami qui vit en tiny house, Alexandre Leroux, et qui fait des très bonnes vidéos, un peu plus orientées sur le mode de vie. Il n'est pas nomade, mais il a fait une vidéo que je trouvais très très bien sur et si tout le monde faisait comme toi, qu'on nous dit souvent, c'est vrai, et qu'on trouve très sérieusement une question très intéressante. Qu'est-ce qui se passerait si les gens faisaient comme nous? Il y aurait sûrement des avantages et aussi des inconvénients. Elle est où? Alors la vignette. Voilà, ça. Si tout le monde vivait comme moi. Donc c'est une vidéo qu'on vous conseille, elle est pas mal. Il a une approche en plus assez différente de la nôtre sur certains points, donc c'est très chouette. Au niveau impôts, parce qu'une maison qui vous appartient, vous payez des impôts. Donc là, c'est une maison qui vous appartient, vous êtes propriétaire. Est-ce que vous payez des impôts spéciaux? Non. Non, on n'a pas d'impôts locaux ni de taxes foncières. Cela dit, il existe une vignette à 150 € l'année pour les nomades. Pour les nomades. Voilà. Une vignette pour les nomades. Je peux te la combien, c'est laid. J'ai cru entendre une question, mais je ne suis pas certain. Je ne suis pas certaine que ce soit une question. Ah, d'accord. Donc là, vous disiez que votre projet se réoriente vers un lieu collectif plutôt? Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce projet ou voilà, du changement de projet que vous avez peut-être? Ouais, on peut aborder ce sujet-là également. T'es sûr? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a eu pas mal de déclics. Le premier avec la tiny house, c'était quand même il y a eu la crise de 2008. Il y a eu plein de choses qui faisaient qu'on se disait bon, il serait peut-être temps de récupérer un peu d'autonomie. Donc tiny house, donc on est content. Maintenant, chaque jour, on en apprend un peu plus sur l'avenir qui nous attend, la raréfaction des énergies, les problèmes du CO2 qui vont commencer à devenir vraiment problématiques, très problématiques, surtout en Europe dans 10-20 ans. Du coup, ces choses-là nous font nous dire qu'il faut qu'on commence aussi à construire quelque chose. Pas seulement voyager. On s'est beaucoup construit nous-mêmes pendant ce voyage-là et on a envie maintenant de construire des choses plus concrètes. Et dans les rencontres et dans les voyages qu'on a eus, on a eu la chance d'expérimenter la vie dans des collectifs, donc des gens qui ont décidé de s'unir pour vivre ensemble.
Et quand je dis vivre ensemble, c'est quand même vivre avoir chacun son espace et comme je le disais tout à l'heure, des domaines partagés pour se répartir les charges, pour générer de l'entraide, pour générer un revenu aussi. Très souvent, ces gens avaient choisi de travailler ensemble sur leur lieu, que ce soit pour faire du gîte, que ce soit pour faire de la permaculture et vendre des légumes, que ce soit pour faire Des ateliers des découvertes. ateliers, ouais, des ateliers divers. Mais donc ces gens arrivaient à se créer comme un revenu universel, une forme de retraite qui leur permettait de vivre avec très peu, environ 5 à 700 euros, mais de très bien vivre avec cette petite somme-là. Donc de ne plus avoir les problèmes liés à la dépendance qu'on a envers l'État et puis les décisions qui sont prises à des niveaux au-dessus de nous. Et ça nous a beaucoup plu parce que ça avait l'air très résilient comme modèle, ça avait l'air de pouvoir durer dans le temps, d'être duplicable, et on a envie de s'orienter vers ça. Du coup, on se dit que maintenant l'avenir pour nous, ça va être en partie sédentaire, pouvoir continuer à travailler, gagner un peu d'argent, construire ce lieu avec d'autres personnes, et en partie nomade, puisqu'on gardera, on a trop grande envie de voyage pour s'arrêter tout de suite. Le Covid nous a laissé un petit goût de reviens-y. et on n'a pas vraiment fait le tour de la question, loin de là. Du coup, on va continuer à voyager, mais on cherche, comme je disais tout à l'heure, à décarboner notre voyage. Alors après, sur la vie en collectivité, la vie comme ça, on prépare d'ailleurs une vidéo à ce sujet, mais il en existe pas mal, dont une vidéo qui est assez bien, que j'ai sur mon bureau, qui s'appelle... Tac. Ben, je ne la trouve plus, comme c'est très bien rangé. La vidéo, tu sais, sur les... Ah, enquête d'autonomie, ça s'appelle. Si vous tapez enquête d'autonomie sur YouTube, je pense que vous tomberez dessus. D'autonomie. Elle est assez intéressante. Alors, voilà, c'est ça, Éco-Village, enquête d'autonomie. C'est un documentaire qui est pas mal, qui regroupe, qui fait des portraits de plusieurs lieux comme ça qui existent. Alors, le nôtre, on l'envisage quand même un peu différemment, mais il y a des bases communes là-dessus. Réapprendre à faire un peu société, réapprendre à créer du lien, non seulement entre les personnes qui vivent dans le lieu, mais aussi avec les personnes qui vivent autour, pour chercher plutôt une autonomie régionale, à l'échelle vraiment locale, je dirais même plutôt départementale ou communale. Ouais, une petite seconde. Plutôt que d'avoir une autonomie sur un tout petit lieu. Comme je disais tout à l'heure, le côté avoir besoin les uns des autres, en fait, c'est un lien fort. Par exemple, il y a souvent, sur notre voyage, on a souvent fait des rencontres parce qu'on avait des besoins en eau divers, ou parce que les gens ils avaient un besoin de curiosité à subir. Et donc, ça, c'est bien. On sent qu'il y a une connexion à créer là-dedans, et donc les écolieux ont l'air assez intéressants là-dedans. Et plus précisément, nous, ce qui nous intéresse, c'est les hameaux légers, qui sont une autre forme d'écolieux. Vas-y, remplis-le. Deux petites secondes. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, parce que c'est très très large comme sujet. Oui, bien sûr. Et je pourrais en parler des heures. Mais il y a plein, en fait, il y a plein d'aspects qui sont faits sur l'aspect habitat, habitat écologique, qui coûte pas cher. Aujourd'hui, si je devais refaire une maison et qu'elle n'était pas nomade, je la ferais en terre paille, et je la ferais en ossature bois ou quelque chose comme ça, et ça coûterait 10 000 euros pour avoir 40 mètres carrés, ou 20 000 euros pour avoir 40, peut-être même 50 mètres carrés. Pour avoir un système de phytoépuration qui retraite les eaux, probablement pas de solaire. Si j'avais le moyen de me connecter au réseau français, je me connecterais au réseau français pour tout un tas de raisons. Mais voilà, je partirais là-dessus en essayant de construire quelque chose qui soit durable. Donc c'est le but de l'écolieu, d'avoir la possibilité d'expérimenter aussi toutes nos autres passions qu'on ne peut pas approfondir quand on est 100% nomade. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions? Peut-être vous nous dites un mot sur la chaîne YouTube Tiny House, un petit peu plus. Vous êtes fondateur de cette chaîne, non? Oui, on a créé cette chaîne. Alors, on a créé. Pardon, je ne sais pas si on m'entendait bien depuis tout à l'heure parce que j'avais le micro en bas. Elle revient. Alors, la chaîne qui s'appelle Tiny House Livingstone, on l'a créée et on l'entretient
de temps en temps, on poste des vidéos. Alors, hop, on a plusieurs types de playlists. Hop, voilà. La première est plutôt dédiée au vivre en tiny house, donc tout ce qui a trait à la vie, le budget, qu'est-ce que c'est d'être confiné dans une tiny house, le bilan après un an de vie. On a fait un petit échange de tiny house aussi pour voir ce que c'était que de vivre dans une autre tiny house qui est beaucoup plus grande que la nôtre, celle d'Alexandre dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a justement un poêle à bois. Là, on a un petit FAQ pour répondre à toutes les questions qu'on nous posait. Rouler en tiny house, une question qui nous a été posée aussi. On a une playlist qui est plutôt tournée vers le voyage. Donc, comment on voyage avec une tiny house, comment on a pu se garer, quelles sont les régions qu'on a visitées. Hop, voilà Yuna. Et une troisième playlist qui est dédiée aux portraits de personnes que l'on a rencontrées sur la route et qui nous ont marqués. Donc, on a quelqu'un qui a aménagé son camion comme une tiny house, justement, comme un petit chalet. On a les plus petites tiny houses de France ici, qui sont un peu plus petites que la nôtre. Ici, on a une retraitée qui a décidé de complémenter sa retraite avec une tiny house dans son jardin pour faire du gîte, de l'accueil en gîte. Ici, on a le couple en vélo, qui voyage à vélo. Donc voilà, un peu de tout, tous les portraits qu'on a pu faire. Alors, il y en a encore à venir, notamment un portrait d'écolieu, justement. Et ensuite, c'est les lives, un peu comme ce qu'on fait ce soir. Et à toute fin, vous avez les playlists de construction. Donc la première, c'est sur l'autoconstruction, pour apprendre à faire soi-même une tiny house. Et la seconde, c'est la même chose, mais fait par des pros, c'est-à-dire que j'ai filmé des professionnels qui le faisaient. Voilà. Et est-ce que ça revient moins cher de le faire soi-même ou de s'adresser à un pro? Parce que j'ai vu que, en regardant un petit peu les vidéos, qu'on pouvait avoir construite par un pro une j'arriverai pas à le dire, c'est pas grave, à 16 000 €, et on n'avait que l'intérieur à faire ou une partie de l'intérieur à faire. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand tu achètes une tiny house hors d'eau, hors d'air. Donc, elle est étanche, tu peux la sortir. Et là, à partir de là, tu peux faire l'aménagement intérieur. Ça coûte 16 000 €. C'est particulièrement pas cher. J'avais vu un peu plus. C'est en Bretagne. C'est en Bretagne? Oui. Une tiny house toute finie, ça compte entre 40 et 80 000 €. Nous, on en a eu pour 30 000 €, mais on sait qu'en autoconstruction, la moyenne, c'est entre 10 et 20 000 €. Allez, on va dire 20 000 € pour une autoconstruction. Nous, ça nous a coûté plus cher parce qu'on a mis pas mal d'argent dans l'esthétique et dans les systèmes d'autoconstruction. Voilà. Mais faire soi-même, ouais, ça peut coûter deux fois moins cher. Après, ça dépend. Plus on fait d'erreurs, plus ça coûte cher. Nous, on a fait quand même un paquet d'erreurs qui nous ont alourdi la note. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas tout de suite. Je suis sûre qu'on n'a pas fait le tour, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Non, ben, apparemment. Eh ben, écoutez, je vous remercie vraiment infiniment. C'était vraiment passionnant. On a découvert une autre façon de vivre, effectivement. On continue à se poser quand même des questions en se disant comment faire pour vivre dans un si petit espace. C'est bon, ben, il faudrait vraiment qu'on essaie en fait. Pour y répondre, vous pouvez en louer. Il y a pas mal d'endroits où vous pouvez les louer. Si vous allez sur Internet et que vous tapez carte collective Tiny House, c'est une carte que j'ai montée il y a quelques années, qui est entretenue par tout un petit groupe de personnes. Et cette carte de France regroupe tous les constructeurs, les habitants, mais aussi les loueurs. Du coup, vous pouvez trouver pas loin de chez vous, c'est les petits oranges, et encore ça regroupe pas tout le monde, des gens qui louent des tiny houses sur Airbnb, vous en trouvez aussi. Et donc, vous pourrez tester. Voilà. C'est une excellente idée, ça. Voilà. Oui, oui. Effectivement. Essayer. Marianne dit qu'elle va essayer. Mais je me demande si je ne vais pas essayer aussi. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. C'était vraiment. En plus, on a pu vous poser des questions et faire un petit peu le tour de nos questions personnelles. Et nous vous remercions de votre patience et de votre gentillesse. Et écoutez, on souhaite à tout le monde une excellente soirée, bonne fin de soirée. Et on vous donne rendez-vous pour le 29 avril à 20 h pour une revue de presse avec Mustapha Aliouat.
Bonne soirée à tous. Merci à Merci tous. à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Et la cam.